Déjà 1 an qu'il est élu et 10 mois qu'il exerce son second mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump est évidemment l'homme de l'année. Traditionnellement, cette distinction consacre une personnalité qui œuvre au profit de l'humanité. Ce qu'il entreprend apparaît bien souvent à l'opposé du spectre, qu'on évoque l'économie, l'immigration, les minorités, les femmes, les oppositions, les contre-pouvoirs, l'État, la géopolitique, la justice, la science, l'enseignement, l'information, les arts ou le climat. Oui, j'en conviens, la liste est très longue. Trump est à l'œuvre pour provoquer, pour intimider, effrayer, pour humilier, diviser, tromper, pour acheter ou asservir. Et aussi pour officialiser l'époque de la post-vérité et même de la post-réalité, si bien décortiquée par le sociologue Gerald Bronner. L'architecture de la démocratie américaine vacille et le message que Trump diffuse au-delà de ses frontières affecte le monde. Je prendrai pour seul exemple l'Europe, qu'avec son vice-président J.D. Vance et ses relais ultra-conservateurs, il s'emploie méthodiquement à morceler, à affaiblir et à gangréner du redoutable poison nationaliste, religieux, réactionnaire, qui enflamme les formations d'extrême droite et consolide leur popularité. Je vous renvoie pour cela au discours destructeur de Vance à Munich en février dernier et en marge duquel il s'était entretenu ostensiblement avec Alice Weidel, chef de file de l'AfD. Et les symboles de cette entreprise de déstabilisation du monde semblent infinis, depuis l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche jusqu'aux déclarations à l'ONU sur la plus grande arnaque du monde, je le cite à propos du changement climatique. Je disais que le message qu'il diffuse contamine au-delà des frontières américaines. C'est une réalité, j'en ai fait l'expérience, pardonnez-moi cet insert personnel, dans un essai que j'ai publié en septembre sur l'attraction, voire la fascination que Trump exerce parmi les patrons français. Une réalité glaçante, mêlant sensibilité idéologique, intérêt pragmatique, hallucination mercantile, réverbération viriliste, mimétisme autoritariste, au sein d'une frange de la communauté entrepreneuriale prête aux lâchetés, aux abdications morales, y compris démocratiques, pour assouvir son désir de conquérir, de déréguler, de libéraliser et de s'enrichir. Et cela qu'on soit à la tête d'une TPE de soudure dans l'Ariège ou d'un géant mondial du luxe. Le Trump de 2025 n'est pas le même qu'en 2017 et le globe qu'il cherche à façonner s'annonce bien différent d'ici la fin de son mandat. Oui, c'est peut-être à l'indicible humain et civilisationnel qu'il promet son pays et la planète. C'est donc à disséquer la teneur, l'acuité de ce peut-être que nos 4 invités vont s'atteler désormais. Ces invités exercent des responsabilités différentes. L'origine ou la nature de leurs relations à l'Amérique sont propres à chacun d'eux, mais cette Amérique, ils l'ont dans la peau, jusqu'à l'aimer encore, à eux de nous dire. Amy Green, vous êtes spécialiste de la politique américaine, experte associée à l'Institut Montaigne, vous enseignez à Sciences Po Paris, à Boston University et à University of California. Vous êtes né aux États-Unis et y avez vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Laurence Haïm, vous êtes journaliste indépendante et de terrain, j'insiste. Vous avez vécu 28 ans outre-Atlantique, c'est-à-dire davantage qu'en France. Vous avez couvert toutes les campagnes présidentielles depuis 1992 et avez été correspondante à la Maison-Blanche pour Canal+ et iTélé de 2008 à 2022. Une drogue, m'avez-vous d'ailleurs confié. Bana Jabri, vous êtes gastro-entérologue et immunologiste. Vous dirigez depuis le début de l'année l'Institut Imagine, spécialisé dans la recherche sur les maladies génétiques. Les États-Unis, vous les connaissez très bien, puisque vous y avez exercé pendant 25 ans et jusqu'en 2024, vous dirigez le Centre des maladies digestives de l'Université de Chicago. Vos expertises vont nous aider à y voir plus clair sur 3 des nombreux ressorts de la démocratie et des libertés que Donald Trump a décidé de bouleverser, ou plutôt de traquer: la presse, l'université, la science, en d'autres termes, la connaissance qu'il veut suppléer par l'obscurantisme, et la rationalité, la raison, auquel il substitue la manipulation des émotions et des pulsions. Et avec vous, Gérard Araud, nous regarderons aussi l'action géopolitique et diplomatique d'une administration qui, c'est un euphémisme, surprend, déjoue, déconcerte. Gérard, vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à 2019 et précédemment représentant permanent de la France aux États-Unis. Avant d'engager notre dialogue autour du thème qui nous réunit, je voudrais vous faire réagir tous les 4 à l'actualité la plus brûlante, celle de la nuit. Alors j'ai plusieurs sujets à partager avec vous, parce que grâce à Donald Trump, on ne s'ennuie jamais. Je vous laisse chacun d'entre vous en choisir un. Peut-être Gérard Araud, le plan de paix
que Trump a présenté, dont on a l'impression qu'il aurait pu être rédigé par les Russes eux-mêmes. Est-ce que je me trompe? C'est quand même... Je vais être un peu, comme vous avez commencé de manière assez forte, je vais être un petit peu le trumpiste dans le placard, parce que pour entretenir un débat, il faut quand même être un petit peu il faut quand même un peu nuancer. Donald Trump, ce n'est pas la maladie. Donald Trump, c'est le symptôme. C'est le symptôme du maladie, et son génie est évidemment de récupérer, d'incarner cette maladie. En relations internationales, vous avez d'un côté les Européens qui naturellement sont du côté du bien, et naturellement disent Poutine doit se retirer sur la frontière de 91, nous n'allons quand même pas récompenser l'agression. Ça, c'est les Européens. Mais en disant ça, ils sont sortis de l'histoire. Ils sont sortis de l'histoire. Moi, je ne connais pas une guerre qui ne se soit pas terminée par un vainqueur, un vaincu, le champ de bataille. Alors, vous avez un Donald Trump qui, honnêtement, il arrive, il a beaucoup de bon sens. Il dit c'est une guerre atroce. Oui, c'est une guerre atroce. Et donc, il faut essayer de trouver une solution. Et cette solution, elle doit tenir compte du champ de bataille, du rapport de force. Il va falloir faire un peu des concessions à Poutine, parce que, et ça tout le monde le sait, tous les militaires le savent, les Ukrainiens ne récupéreront pas les territoires perdus. Donc il fait ça, il n'a aucune, aucune retenue morale. Pour lui, tout est un deal de real estate, d'immobilier. Donc il rédige un papier, et ensuite il envoie le papier, et puis il attend la réaction des gens. Alors évidemment, il sait très bien que Zelensky va pas l'accepter, donc Zelensky va dire non, et puis on va négocier. Il gère au fond comme un deal de real estate. Alors vous avez le choix, vous pouvez dire c'est affreux, c'est immoral, et je vous dirais continuons la guerre, c'est ça ou et de dire c'est vraiment pas glorieux, mais est-ce que c'est pas mieux qu'une guerre qui se prolonge pendant des années avec à la clé peut-être la défaite de l'Ukraine. Voilà. Donc je dirais que il faut se libérer de penser toujours à Trump. Trump, c'est mal. Donc, dès qu'il ouvre la bouche, aussitôt, vous avez toute la presse qui se déchaîne, le New York Times, le Washington Post, lui dire, vous savez, Biden n'a pas mieux réussi en Ukraine, pas beaucoup mieux réussi en Ukraine ou à Gaza. On pourrait parler de Gaza, c'est encore plus impressionnant. À Gaza, regardons il casse la baraque. Peut-être que c'est pas plus mal parce que la baraque n'était pas terrible. Laurence, Mamdani, reçu par Trump hier à la Maison-Blanche. Mamdani, dont Trump disait qu'il est un communiste et sur lequel il a littéralement vomi pendant des mois et des mois. Que comprendre à ce retournement? Alors, je pense qu'on assiste depuis cette nuit à un tremblement de terre politique et à une Amérique qui, comme toujours, a souvent politiquement 10 ans d'avance sur ce qui se passe dans les démocraties de manière générale. L'image de Trump souriant à Mamdani cette nuit dans le bureau ovale et posant ensuite sous la photo du président Roosevelt est une image extrêmement forte politiquement, et c'est un tremblement de terre politique qui s'est passé cette nuit. Je ne vais pas faire de comparaison française en donnant des noms, mais imaginez quand même deux extrêmes dans le bureau de l'Élysée, sous le portrait d'un ancien président. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Trump ne cessait de dire qu'il enverrait peut-être l'armée à New York en cas de victoire de Mamdani. Mamdani, dans sa campagne, ne cessait de dénoncer Trump, le fasciste. Il a été élu, Mamdani, par des jeunes qui détestent Trump et par des New-Yorkais qui haïssent encore plus Trump et qui sont prêts à descendre dans les rues. Et vous les voyez tous les deux en train de sourire et en train de se dire finalement on a des choses à se dire avec Trump qui vante le mérite politique de Mamdani et le mérite de sa campagne. Et c'est là où je rejoins monsieur l'ambassadeur. Attention à ce qu'on dit sur Trump en France. Trump est un homme politique absolument redoutable. Et lorsque quelqu'un fait une campagne comme ce que Mamdani vient de faire à New York, eh bien Trump a l'intelligence de dire attention, ce type de 34 ans, finalement pour New York, il va peut-être être
pas mal. Et c'est ça qui bouleverse le paysage politique américain et d'une certaine manière, dans les démocraties fragiles, notre vision politique. C'est-à-dire qu'il faut penser maintenant, avec ce que Trump et Mandani nous montrent, que les démocraties sont en train d'évoluer vers quelque chose qu'on n'a pas connu. C'est pas à nous de dire si c'est bien ou c'est pas bien. C'est à nous de dire voilà ce qui se passe en Amérique. Et ce que l'Amérique nous montre cette nuit, c'est deux extrêmes, le Trumpisme et le socialisme pur et dur, qui, dans le bureau ovale, devant les photographes et les caméras de télévision, sont en train de se sourire. Et c'est fondamental dans la vie politique américaine, mais dans la vie politique des démocraties fragilisées. Cette nuit, Amy Green, Marjorie Taylor Greene, qui n'est pas de votre famille, je ne pense pas, que je le sache. voilà, a démissionné de la Chambre des représentants, je crois. Ça, c'est quel indicateur, là aussi on rappelle qui elle est, hein, c'est une représentante très extrémiste, en fait, de la sphère MAGA. Elle annonce sa démission. D'abord, pour quelles raisons et quel indicateur ça nous donne, justement, aussi de l'état de santé du mouvement républicain aujourd'hui et du mouvement MAGA. Je rappelle le dossier dans Le Monde, il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, qui explique très bien les lézardes aujourd'hui, justement, qui fissurent le mouvement MAGA. Oui, alors l'annonce de sa démission n'est pas étonnante parce que ça vient au bout d'une séquence politique très divisive au sein du Parti républicain autour de l'affaire du dossier Epstein, avec Marjorie Taylor Greene qui a exprimé son désaccord avec la posture du président qui était de dire finalement il ne faut pas divulguer les contenus de ce dossier-là. Mais en fait, ce qui est très intéressant et assez révélateur, je pense, c'est que à la fois quand on écoute son message, elle a fait une vidéo d'une dizaine de minutes qui est très intéressante où elle détaille précisément les raisons de sa démission, mais elle annonce la démission juste à la fin. Elle montre à quel point elle a été loyale au président depuis le départ. Donc c'est vraiment une figure du première heure des MAGA. Et elle a détaillé pourquoi et Trump et la classe politique tout entière, finalement, participent à une forme d'hypocrisie. Et ensuite, elle conclut que la seule façon de préserver sa dignité politique et puis de marquer son désaccord, c'est finalement de le faire en dehors du Parti républicain, en tout cas de la Chambre. Et donc, je pense que ce qui peut être très intéressant dans ça, il y a plusieurs choses. 2 notamment. Le premier, c'est que quelqu'un qui défend la ligne MAGA, qui est entré pas autour de la coûte de la personne de Donald Trump, mais autour des principes de base, c'est-à-dire une frustration avec la classe politique à droite et à gauche, comme étant auto-intéressée, auto-centrée, et puis pas du tout en train de se battre pour les lecteurs lambda, ou ordinaires si je peux le dire comme ça. Tout est contrôlé par des intérêts très financés, et puis avec des résultats qui oublient la vie quotidienne des Américains sur l'économie, sur l'immigration, etc. Et puis elle a des positions vraiment très conservatrices sur les questions de l'immigration, de l'IVG, etc. Donc pour elle, c'est vraiment des ruptures. Mais elle exprime en quoi Donald Trump échoue à incarner justement cela, ce qui montre une forme, oui, de déception qui pousse très très loin. Ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que finalement, le Trumpisme est aussi sujette aux forces politiques classiques. C'est-à-dire que jusqu'ici, Donald Trump a réussi à tenir cette base, ces soutiens-là, autour de quelques sujets qui animent vraiment cette droite-là, notamment l'économie, et d'ailleurs qui anime l'Amérique tout entière, c'est l'économie. Il est en train de perdre ce pari-là. Il y a des désaccords sur l'affaire Epstein. Donc, en fait, finalement, que ce soit par le biais de l'économie, Epstein, peut-être l'immigration, on voit des fractures politiques, des courants qui se battent et des désaccords finalement assez classiques qui reviennent dans un débat démocratique. Justement, le dossier Epstein, on a vu une majorité de la sphère MAGA depuis longtemps réclamer justement la publication justement des conclusions, des rapports, des enquêtes. Là, on a franchi un palier puisque on va connaître maintenant, on va savoir. Vous pensez, bien sûr, c'est très difficile d'imaginer, mais d'anticiper alors qu'on n'a pas encore les informations, mais on peut imaginer que ce pourrait être le fardeau de Trump pour ce mandat. Laurence ? Ayant travaillé depuis 4 ans sur l'affaire Epstein, oui. On est dans un tremblement de terre là aussi politique et c'est compliqué cette histoire pour les Français de comprendre l'importance d'Epstein. Mettez-vous dans la tête, par exemple tous, que quelqu'un en France qui soit un milliardaire extrêmement connu, qui ait des affaires
extrêmement importante. D'un seul coup, vous apercevez que c'est un pédophile et que tous les gens qui recevaient dans ces maisons fastueuses, ces dîners et ces avions privés, vous les connaissiez, faisaient partie de la classe politique, économique et médiatique française. C'est ça l'affaire Epstein. Et ça touche toute la population qui a réussi aux États-Unis, qui pendant des années se recevait. Alors évidemment, si vous preniez l'avion d'Epstein, ça ne veut pas dire forcément que vous étiez impliqué dans du trafic sexuel, mais c'est l'occasion pour une Amérique qui souffre dans les disparités économiques de voir comment les riches, les puissants vivaient. Donc ça fascine, ça fait beaucoup d'audience sur les chaînes d'information continue et c'est un dossier politique sensible puisque dans les années 90, au moment où Donald Trump était promoteur immobilier, il voyait Epstein qui lui commençait à faire des affaires, à être très riche. Et donc on va voir si Donald Trump a menti en disant qu'il a rompu toute relation avec Epstein en 2006, alors que visiblement dans les dossiers, il y aura des courriels montrant que les deux hommes se sont parlé bien longtemps après, et bien longtemps après que Epstein ait déjà été jugé et ait été en prison pour trafic sexuel et abus sexuels. Et donc, oui, la présidence est touchée dans ce dossier au quotidien, parce qu'il y a quelque chose aux États-Unis qui est important, c'est que quand les médias décident de s'emparer d'une affaire, quelle que soit la volonté politique de détourner l'attention, les médias continuent à parler de cette affaire. Et l'affaire Epstein est à la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Et donc, il va falloir surveiller de quelle manière cette histoire évolue et touche la présidence au plus près. L'Amérique apparaît fracturée, plus que même multifracturée, on peut même dire scindée. Je vais prendre pour ça une phrase, moi, qui m'a marqué dans le discours que Trump avait prononcé lors des obsèques de Charlie Kirk. Charlie Kirk ne haïssait pas ses adversaires. C'est là où je suis en désaccord avec lui. Je hais mes adversaires. À quoi un tel climat aux États-Unis peut-il conduire le pays? Et avec une question, bien sûr, liée à celle-ci, la robustesse, enfin l'ossature, l'architecture démocratique américaine est-elle suffisamment robuste, donc, pour pouvoir colmater ces brèches, ces béances, ces fractures, ces abîmes, je ne sais pas quel terme il faut employer, qui aujourd'hui, justement, lardent le pays? Gérard? Moi, ce qui me frappe au fond dans le Trumpisme, qui correspond d'ailleurs à ce que nous voyons aussi en Europe, dans toutes les démocraties occidentales, c'est la volonté de ces partis, des partis populistes, des partis extrêmes, justement, de radicaliser les oppositions. C'est-à-dire, vous savez, un des problèmes qui a conduit au succès du populisme, c'est que les partis de gouvernement traditionnels, fondamentalement, lorsqu'on les voyait, qui prenaient le pouvoir, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Vous avez une société qui se sait en crise soit sur une base économique, c'est la crise de la classe moyenne inférieure et la classe ouvrière. Et puis vous avez la deuxième crise, qui est la crise identitaire. Quoi qu'on en pense, il y a une crise profonde de nos sociétés sur un certain nombre de questions identitaires. Et face à ces deux crises, vous aviez centre-gauche, centre-droit, qui fondamentalement ne changeaient pas grand-chose. Et là, vous arrivez avec, et c'est ça le génie de Donald Trump. Donald Trump arrive en disant, oui, vous vous plaignez de l'immigration, bien vous avez raison, les violeurs mexicains sont dans nos murs. Donc une sorte de radicalisation du discours, et qui est une manière d'attirer des électeurs qui sont mécontents du système, qui considèrent que le système ne fonctionne plus, ne répond plus à leurs angoisses ou ne répond plus à leurs problèmes. D'une certaine manière, Trump, c'est le retour de la politique au sens le plus noble du terme. Alors évidemment, c'est assez choquant de dire la politique au sens noble avec Donald Trump, mais voilà, il est là en disant « je vais changer les choses ». Or, aujourd'hui, les partis de gouvernement ne le disent plus. Ils ne veulent plus changer les choses. Ils disent qu'on ne peut plus changer les choses. Ils sont dans la nuance. Eh bien, lui dit au contraire. Et donc, il va insister sur ces notions de radicalisation. Mais de nouveau, moi, à écouter certains dirigeants de partis politiques français ou européens, je vois que c'est partout un petit peu la même chose. Bana, comment réagit
la citoyenne que vous êtes. Alors la scientifique, on va y venir après, c'est important parce que la science fait partie justement des items les plus menacés, les plus en péril aujourd'hui aux États-Unis. Mais comment réagit la citoyenne à cette parole qui circule sur l'état des lieux justement de l'Amérique? Oui, pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je ne pense pas que Trump fait de la politique pour agir. Je pense que c'est quelqu'un qui utilise les émotions de la population pour, en fait, asseoir son pouvoir. Et donc, il essaye de percevoir là où les émotions se trouvent. Donc, il y avait effectivement un problème d'immigration. Il va aller jusqu'au bout. Mais si demain, c'est un autre sujet et c'est l'opposé, il prendra l'opposé. C'est ce qu'on appelle, c'est l'une des manifestations, pardonnez-moi, c'est l'un des traits de manifestation du populisme. Oui. Aller vers les pulsions, justement, d'une majorité de... Et si vous prenez aussi Mandani, d'un côté, c'est le pragmatisme américain. Donc, d'un côté, ce maire de New York sait qu'il ne peut pas opérer si Trump va aller violemment contre New York. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'on est dans un monde où les deux extrêmes se rejoignent. Et ce côté de pousser ces deux extrêmes à se rejoindre joue totalement dans la main de Trump. Parce que lui opère dans l'extrême des émotions. Donc, et là, monsieur l'ambassadeur, je suis d'accord avec vous que Trump, c'est un symptôme, mais il faut quand même se rappeler à travers l'histoire que des hommes comme Staline, comme Hitler, ont joué un rôle déterminant. Donc, ce n'est pas seulement des symptômes, c'est des gens qui ont quand même, par leur personnalité et leur capacité à en fait, prendre les foules avec eux, à faire des choses que d'autres n'auraient pas pu faire. Je crois quand même dans le fait qu'il y a des individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire. Laurence? Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette comparaison. Je suis même très choquée que ces deux noms soient associés à Trump, parce que de manière journalistique, ayant suivi au plus près le Trumpisme depuis 2015, puisque j'étais quand même la première en juin 2015 à dire qu'il fallait surveiller Trump, je pense qu'on ne peut absolument pas associer Donald Trump aux deux autres personnes que vous devez dire. Trump, c'est un personnage très complexe, qui est un personnage politique et qui a décidé d'avoir une vision d'une démocratie totalitaire. Donc, encore une fois, on n'est pas dans l'ouverture de choses extrémistes avec une destruction totale de population. On est dans un changement de vision de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie américaine qui se doit d'être autoritaire. On peut être en désaccord ou pas avec ça, mais c'est ce qui se passe. Il a inventé non pas un nouveau parti républicain, mais un mouvement qui s'appelle MAGA, qui est le Trumpisme, qui est basé sur l'ordre, la sécurité, la loi, avec une dérive autoritaire au quotidien de certaines choses. Ensuite, il a été élu avec la Cour suprême qui est pour lui, des juges de la Cour suprême qui sont pour lui. Les Américains ont voulu d'Obama à Trump un changement radical. Et c'est là-dessus qu'il faut observer. Et comparer, comme vous venez de le faire, Trump à deux autres personnes que je ne nommerai pas, moi je trouve que c'est assez réducteur. C'est beaucoup plus complexe que ça, l'Amérique. Il n'y a pas du tout les avantages sociaux que des gens ont en France. C'est un système où les gens sont obligés de se battre au quotidien pour survivre. Et Trump a compris ça. Il ne joue pas sur les émotions. Il joue sur la difficulté de la classe moyenne qui est totalement paupérisée avec des disparités économiques sur lesquelles Trump fait partie, mais il joue là-dessus. Et je pense qu'il faut faire attention, dans, encore une fois, l'état général du monde, à faire des comparaisons sur Trump, Staline et Hitler. Je vous fais réagir, puis Gérard. Oui. Et après, on Donc, passera à... toute comparaison, il y a toujours du pour et du contre dans une comparaison. Mais là où je trouve qu'on a le droit de faire cette comparaison, et vous m'avez posé la question par rapport à la science, c'est que la façon dont Trump a opéré, attaquer la science, attaquer l'art, faire en sorte que la liberté de penser soit contrôlée, que ce soit dans l'art ou que ce soit dans la science ou que ce soit au niveau des médias, c'est exactement l'approche qui a été faite par des régimes totalitaires. Et la deuxième chose, c'est que vous dites qu'il ne fait pas par les émotions. Oui, il y a des inégalités aux États-Unis, mais quand il appelle, par exemple, aux violeurs mexicains, ce n'est pas un raisonnement, c'est une émotion.
Et c'est un homme qui sait capturer l'émotion. Donc oui, on peut dire qu'il y a des comparaisons qui ne tiennent pas, je suis d'accord avec vous, mais c'est un homme qui a contrôlé les avocats. Il faut quand même rappeler qu'il a fait en sorte que les cabinets d'avocats les plus grands soient soumis à lui et donnent des millions de dollars pour que lui puisse poursuivre sans perdre de l'argent. Il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, quand vous êtes attaqué en cours et que vous perdez des millions de dollars, vous vous taisez. Donc, la Cour suprême, vous savez, parce que vous avez suivi les États-Unis, vous avez très bien vu ce qui s'est passé. Ils ont empêché Obama de nommer une des personnes de la Cour suprême alors qu'il était encore président de la République. Non, mais pour répondre très rapidement, et excusez-moi, et je terminerai. Vous avez sans doute raison sur un nombre d'arguments, mais attention, la démocratie américaine et les Américains, que ce soit sous Obama, sous Bush, sous Clinton, sous Trump, ont toujours été très intéressés par l'argent. C'est une valeur qui définit la société civile américaine. Et les disparités économiques sont en ce moment le thème de division de la société démocratique américaine. Gérard, un mot. Et puis, alors je veux un peu... c'est un peu mon travail, essayer d'apaiser. En gros, pour aller dans votre sens, le populisme a besoin d'une personne, a besoin d'une incarnation. Voilà. Et Trump a réussi, par son génie propre, à être l'incarnation du populisme américain. Il y a une double crise américaine, je l'ai dit, économique, identitaire. Il a réussi, ce que personne n'a réussi en France encore, à l'extrême droite, il a réussi à incarner c'est une incarnation. Deuxièmement, il porte ce que l'on appelle, alors pour ne pas parler de totalitarisme, on n'en est pas là, il porte la vision illibérale de la démocratie. Je veux insister sur cet aspect parce que, paradoxalement, derrière Donald Trump, il y a une revendication de démocratie. C'est-à-dire que vous avez des millions d'Américains qui disent, au fond, on en a assez de tous ces pouvoirs qui s'opposent à la voix du peuple. Vraiment, les autorités indépendantes, la Fed, les juges, tous ces gens empêchent, au nom de la Constitution, de valeurs, etc., empêchent, nous, de faire ce que nous voulons. Nous avons élu un président. Ce président a des idées radicales, mais il est élu du peuple. Pourquoi est-ce que l'on s'opposerait à cette voie? Et ça, c'est une protestation qui traverse l'ensemble des démocraties libérales. Donc, c'est une revendication démocratique. On y viendra tout à l'heure parce que c'est intéressant aussi de regarder comment l'Europe importe aujourd'hui ce que Trump fait finalement des États-Unis, qui sont presque un laboratoire de son objectif. Vous parliez, Laurence, de démocratie totalitaire, je pense que c'est plutôt oxymorique, mais alors que la démocratie effectivement illibérale, on en a déjà des exemples très concrets en Europe. Mais je pense qu'on est dans une transformation en ce moment de la démocratie totalitaire, parce qu'en parlant à des gens, quand vous êtes aux États-Unis en ce moment, quand par exemple vous êtes journaliste, vous avez peur. Quand vous faites un reportage ou que vous appartenez à une chaîne, vous avez peur d'un procès. Dans la vie quotidienne, quand vous êtes dans un dîner, les gens ne parlent plus politique par peur qu'à ce dîner, il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, qui quittent la table, etc. Donc on peut jouer sur les mots et faire des effets de vocabulaire, etc. Mais on est dans un système où les gens ont le droit de voter, vont voter, choisissent leur maire, leurs députés, leurs sénateurs en toute liberté, mais on est quand même en place dans une démocratie qui est une nouvelle manière d'exercer la démocratie avec une figure qui est très forte, qui est celle de Trump et qui, là où je rejoins madame, joue sur les émotions et capitalise aussi ce que j'appelle le côté provocateur. Et il y a quelque chose à Washington, très rapidement, qui m'a intéressée, c'est ce qui s'appelle l'effet waouh. Quand vous parlez à des gens, ils disent toujours, en parlant de Trump, avec lui, on est dans l'effet waouh. C'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez, vous regardez les informations et vous faites waouh, il a fait ça. Et le soir, vous vous couchez et vous faites oh non, c'est pas possible, waouh, waouh, il a encore fait ça. Et donc cet effet waouh, qui est anecdotique à raconter, transforme aussi le quotidien américain. C'est-à-dire que les gens sont dans tous les jours quelque chose qui est sidérant, qui transforme la pratique intellectuelle quotidienne sur la politique. Et donc ça, c'est aussi une nouvelle marque de fabrique de Trump et du mouvement MAGA.
la sidération politique démocratique permanente. Amy, j'aimerais vous entendre sur sur les échanges justement qu'on vient d'avoir. Et puis j'aurais une question à la suite de votre intervention. J'aimerais que vous nous disiez en quoi Mamdani est-il un symbole, un symptôme, un révélateur, je ne sais pas quel terme il faut employer, de la recomposition aujourd'hui de l'opposition démocrate. Et notamment depuis ce revirement qu'on a vu hier, qu'est-ce que ça nous dit de cette opposition? En France, on a assez peu d'informations finalement sur cette résistance. On a tous entendu, lu que le choc de la déroute de Kamala Harris avait entraîné un délitement, un écroulement de cette opposition démocrate. Est-ce qu'elle est en train de se reconstituer? Dans quel sens? Avec quel rapport de force? Voilà. Mais d'abord, peut-être une réponse à ce qu'on a évoqué. Alors, sur les deux choses, eh bien, effectivement, en fait, j'entends Trump un peu le roi du populisme, Trump, enfin, ceci, cela. En fait, vous avez parlé de la question de la violence, et là, j'avais en tête son propos lors de la cérémonie en hommage à Charlie Kirk sur le fait de haïr ses ennemis. Mais en fait, tout ça dans un écosystème où quand même les électeurs américains attendent la performance. Il y a peut-être un effet waouh, tout le monde est sidéré parce que la stratégie d'inondation en termes de com politique, en termes même d'action politique, peut paraître juste simplement une forme de dépassement total, de sensoriel aux États-Unis, mais néanmoins, ils se sont tenus des élections, certes un peu plus petites, à l'échelle nationale, enfin, il n'y avait pas des élections partout, mais on a vu là que bien que Trump joue effectivement sur des émotions, sur des peurs, la peur étant une émotion, effectivement, sur des problèmes socio-économiques dont j'ai écrit beaucoup et qui se creusent depuis 50 ans. Donc, ce sont aussi des réalités. Les Américains, ils ont dit quoi? Quand ils étaient face à un choix entre des candidatures démocrates à une échelle plus locale, cette fois-ci, et un candidat républicain, voire trumpiste, ils ont fait globalement le choix du candidat démocrate. Pas simplement parce qu'ils aiment le Parti démocrate. D'ailleurs, ils sont très pessimistes globalement aux États-Unis sur le Parti démocrate. Mais en fait, quand vous n'aimez pas un, vous n'avez qu'un choix, c'est l'autre. Et ça participe également d'ailleurs aux deux élections de Donald Trump. Et donc, effectivement, si les Américains voient que le contrat politique, la promesse du redressement de l'économie ressentie dans les foyers n'est pas là, ils sont prêts à sanctionner le Parti républicain et ce président qui incarne aujourd'hui le Parti républicain. Donc, il peut y avoir des choses normatives qui sont en rupture avec les pratiques démocratiques. Il peut y avoir des effets de populisme. Globalement, les démocrates et les républicains aux États-Unis, les Américains tout simplement souffrent de plein de choses. Mais ce qu'on voit là, c'est que quand il n'y a pas la performance, la production politique derrière, ils choisissent l'alternance et aujourd'hui, c'est le Parti démocrate. Alors, pour revenir peut-être sur la question de Mamdani, ouais. Tout à fait. Et puis de la recomposition en fait de l'opposition démocrate. Oui, alors ce que je pense qui est très intéressant, c'est que finalement, on voit qu'il y a plusieurs lignes peut-être politiques ou des lignes de crête à tenir pour le Parti démocrate. Alors, l'élection de Mamdani et plus récemment justement sa présence dans la Maison Blanche, je trouve d'une forme d'opportunisme politique tout simplement. Enfin, il peut y avoir des images qui choquent, mais en fait, il y a un président qui vient de passer 10 très très sages journées en politique, qui a besoin d'un coup d'élan, qui voit quelqu'un issu de sa ville natale qui a réussi avec des propositions politiques aussi farfelues que les siennes des fois, qui a su capter l'énergie. En fait, c'est une façon aussi de coopter et d'essayer de bénéficier de cet élan de pragmatisme, etc. Alors qu'effectivement, il est dans un moment politique très compliqué. Mais plus généralement, sur les démocrates, la victoire de Mamdani nous a montré plusieurs pistes de stratégie de recomposition, pas d'une résistance, mais en fait d'une alternance politique classique et démocratique. Mais ça nous a exposé également des lignes de faille au sein de la gauche américaine. Donc, je vais préciser. Premièrement, sur la victoire de Mamdani, on voit qui a été séduit finalement par la proposition de Mamdani, qui est très à gauche à l'échelle américaine, mais qui n'est pas non plus la gauche radicale française. Ils étaient des jeunes, c'était des diplômés d'université et c'était ceux qui sont déjà sur les listes électorales comme des démocrates. Ce qui montre effectivement à la fois que dans une ville très libérale dans le sens social et américain,
Vous avez la gauche qui se déclare vraiment progressiste libérale, et donc ils ont affirmé ça. Vous avez cette autre fracture, parce que là, je vais dire l'opposition, Andrew Cuomo, qui est démocrate, mais qui était obligé, ou qui a décidé plutôt, de se présenter comme indépendant. Il a séduit les Noirs, ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire, les classes populaires, et ceux qui veulent Donc, il a élargi, de l'expérience. Donc, en fait, on va voir dans cette ligne-là, et ceux qui ne s'identifient pas nécessairement et systématiquement avec les démocrates. Donc, on voit là la fracture de gauche assez classique qu'on va se voir reproduit ailleurs, c'est-à-dire les élites, entre guillemets, intellectuelles, culturelles, artistiques, etc., qui va vers la gauche de la gauche, et puis les autres qui cherchent quelque chose de plus centriste. Et effectivement, ce qu'on avait vu pendant les dernières élections, il y a une dizaine de jours, c'est que finalement, Mamdani, il représente quoi? La vision du Parti démocrate dans une ville très libérale. Alors, vous aviez, dans un État qui m'est cher, la Virginie, une candidate démocrate qui a gagné, mais avec des propositions locales adaptées à la situation en Virginie, plutôt centristes. Et vous avez ailleurs d'autres candidatures démocrates qui ont gagné, avec des visions adaptées localement. Donc, en attendant les midterms, le Parti démocrate ne va pas nécessairement se pencher sur une résistance morale, R majuscule, mais plutôt sur une version et une vision du parti qui correspondent aux besoins locaux. Et ensuite, à partir des midterms, vous allez avoir, dès le lendemain, des figures comme un Gavin Newsom et d'autres qui se disputent justement d'incarner une vraie vision stratégique dont Gérard Haro a parlé tout à l'heure, ce cap, cet horizon, cette imagination de ce qu'on peut faire à l'avenir. Laurence, vous voulez dire un mot? Oui, alors là aussi, malheureusement, je suis en désaccord un petit peu avec vous. C'est très bien, c'est nourrissant pour le débat, c'est très bien. Bon, il y a un mot qui échappe dans votre analyse et qu'on n'entend pas, c'est disparité économique. Or, Mamdani, à New York, n'a fait campagne que là-dessus. Je l'ai suivi pendant un mois. Il a, à tort ou à raison, inventé une nouvelle manière de faire de la politique pour séduire, comme vous l'avez très justement dit, les jeunes, mais pas simplement les jeunes et les gens qui se sentent délaissés, une classe moyenne qui ne peut plus vivre à New York. Quand vous avez un appartement de 150 millions de dollars et que vous prenez le métro et que vous voyez des gens qui doivent avoir 3 jobs dans la même journée pour continuer simplement à nourrir leurs enfants, Mamdani a compris ça. Et non seulement il a compris ça, mais il pense qu'il faut que quelque chose change dans la démocratie pour permettre à une classe moyenne de continuer à vivre dans une société américaine où l'argent est la seule valeur. Et analyser simplement Mamdani en disant il n'y a que les élites, il n'y a que les gens délaissés qui votent pour lui, etc., c'est pas comprendre du tout ce qui se passe dans l'Amérique démocrate. Et c'est le problème du Parti démocrate qui est en train d'imploser, c'est-à-dire qu'avec la défaite de Cuomo, qui était l'ancien gouverneur de New York, vedette, qui venait d'une dynastie avec beaucoup d'argent, qui était soutenu par Bill et Hillary Clinton, il a perdu massivement parce qu'il y a une partie de la classe moyenne qui, au-delà des partis, veut complètement autre chose. Et Mamdani, avec une équipe redoutablement efficace, a compris cela. Alors, ne pensez pas que je suis pro-Mamdani, je suis journaliste, je critique aussi Mamdani sur un certain nombre de choses. C'est un candidat TikTok. Personne ne sait précisément ce qu'il pense. Je ne l'ai jamais entendu vraiment prononcer un discours politique important. Ces apparitions où il danse, où il est hyper sympa avec la communauté qui souffre, les chauffeurs bengalis qui ont vraiment des difficultés à 1h du matin, etc., étaient extrêmement bien faites. Mais le vrai Mamdani, je suis, en l'ayant suivi plusieurs semaines, incapable de vous dire ce qu'il pense vraiment. Ça, c'est aussi un danger d'avoir élu sans doute quelqu'un où on ne connaît pas précisément son programme. Il y a aussi beaucoup de rumeurs sur le financement de Mamdani, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a compris comment, comme Trump, se faire élire sur les émotions avec une classe moyenne qui est perdue et qui n'en peut plus de la classe politique actuelle. J'aimerais vous entendre sur un sujet qui bien sûr concerne les États-Unis, mais qui nous concerne aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, nous, de manière très triviale, le wokisme ou la cancel culture. On a discuté quand on a préparé justement aussi cet entretien. On sait que Trump s'est nourri abondamment justement de cette conception du wokisme et de la cancel culture qui hérite
beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'on est allé trop loin, justement? Est-ce qu'une majorité s'est sentie discriminée? Le critère de l'excellence a-t-il été relégué aux États-Unis? Le rapport à l'histoire a-t-il été dénaturé? Et si je vous pose la question, c'est que je n'oublie pas que lors de la campagne des législatives en France en 2024, le Rassemblement national, dans la voix de Jordan Bardella, avait fait de la lutte contre le wokisme, je reprends ces termes, justement l'une de ses priorités. Donc on voit bien, c'est l'un des sujets qui sont parfaitement importés aujourd'hui en France. Bana, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? L'avez-vous éprouvé, Oui. ce sujet sur les campus? Oui, juste là pour revenir, je pense qu'il n'y avait pas un désaccord parce que tout le monde reconnaît que les problèmes économiques sont majeurs et toutes les personnes aux États-Unis qui espèrent que Trump va être vaincu espèrent que c'est l'économie qui va faire en sorte qu'il sera vaincu. Donc je crois que sur ce sujet-là, on est absolument tous d'accord. En ce qui concerne le wokisme, je crois qu'effectivement, quand on en a parlé, il y a un président américain, il y avait un article dans le New York Times récemment, je crois, qui a très bien résumé la situation, qui a dit que la diversité dans le genre et dans la démographie a gagné sur la diversité d'opinions et de pensées. Et je crois que l'erreur était là, parce que par excellence, une université doit être un endroit où la pensée est libre et où vous avez, comme on le fait ici, on peut débattre de façon basée sur des arguments. Et il y a eu, notamment à Berkeley, des situations extrêmes où on ne pouvait pas recevoir des personnes qui étaient du côté conservateur et qui pas du tout exprimaient des pensées qui étaient de type fanatique inacceptables, mais ces personnes ne pouvaient pas s'exprimer dans des endroits comme l'université de Berkeley. Et ça, je crois que c'est un vrai problème. En ce qui concerne les transgenders, personnellement comme scientifique, je trouve qu'on a, et médecin, on a absolument le droit de faire une présentation où on parle du rôle des hormones sexuelles, du fait que quand vous êtes dans un embryon, vous recevez des hormones comme le testostérone en fin de grossesse, qu'il y a des évolutions au niveau hormonal au moment de l'adolescence, etc. Et ce genre de langage, même scientifique, était parfois interdit parce qu'il était vécu comme allant contre la pensée de liberté, de choisir si on est un homme ou une femme. Et donc ces excès-là qui font que la raison n'existe plus et que ce qui prime, c'est l'émotion, encore une fois, ont engendré cette situation extrêmement difficile. Au niveau des universités américaines, et moi j'étais en faveur de ça, parce qu'il faut quand même rappeler aux États-Unis que le vécu des Noirs a été extraordinairement difficile. Il y a eu des discriminations, il y a eu des actions contre eux qui ont fait extrêmement mal, qui ont été extrêmement injustes. Alors, qu'il y ait un mouvement, on veuille reconnaître ça, c'est important. Quand vous arrivez à une situation où quand vous devez choisir des personnes, ça en arrive à primer sur l'appartenance blanche-noire à l'excellence, ça devient problématique. Et donc oui, il y a eu des excès, et ces excès ont été utilisés ensuite par Trump pour aller dans l'autre extrême. Il y a une publicité aux États-Unis qui a marché extrêmement bien, c'est sur les transgenders, où il a dit, parce qu'on dit « they », donc pour ne pas dire « she » or « he », et ils ont dit les démocrates sont pour les they, ils ne sont pas pour vous. Et donc ça a été une des publicités qui a été les plus marquantes. Donc oui, ça a été utilisé, mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'on est dans cette cancel politique dans l'autre sens. Et ce qui est en train de se passer au niveau des universités américaines pour les obliger à devoir rendre compte dans leur gouvernance et dans qui ils acceptent et qui n'acceptent pas, ça va totalement contre la liberté des universités. Gérard, et c'est très grave. Gérard, on a l'impression finalement que c'est la liberté qui se retrouve aujourd'hui coincée entre ces deux extrêmes qui presque se rejoignent, se tendent la main. Pour poursuivre, en 2016, au moment de la campagne électorale de 2016, un de mes collaborateurs, j'étais à Washington, m'a fait remarquer, il m'avait montré
un scoop de campagne, un spot pardon, de campagne de Hillary Clinton et un de Donald Trump. Et celui de Hillary Clinton était une sorte de caricature parce qu'on voyait passer ostensiblement des Noirs, puis ensuite un couple gay, puis ensuite des Latinos. C'est-à-dire que le message était vous êtes latino, vous êtes noir, vous êtes gay, donc vous devez voter démocrate. Alors que du côté républicain, c'était Make America Great Again. Alors évidemment, c'est quand même pas génial en termes, mais c'était finalement, vous êtes tous américains. C'était fédérateur. Presque. Voilà, c'est fédérateur, alors que de l'autre côté, c'était l'essentialisation des États-Unis. Et donc, c'était deux messages qui étaient totalement différents. L'un qui disait « vous êtes tous américains et on va faire l'Amérique great again ». Et l'autre, on disait aux Noirs « de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes Noirs, vous votez démocrate ». Et donc, d'ailleurs, ça a eu des conséquences, alors qui sont encore minimes, contrairement à ce que disent les Trumpistes, c'est que de plus en plus de Latinos, en particulier, ont voté pour Trump. Donc, il y a eu cet aspect-là. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas, qui peut-être, je ne veux pas prolonger la conversation, c'est l'essor du masculinisme, qui est un élément qui, entre les élections de 2020 et 2024, est essentiel chez les jeunes latinos sans diplôme. Les jeunes latinos sans diplôme, en gros, ont voté à 15 points de plus pour Donald Trump en 4 ans. Et d'une certaine manière, et Trump, évidemment, Trump fait macho, hein, macho un peu vraiment, mais J.D. Vance a joué là-dessus. Un jour, dans un discours, J.D. Vance a dit « You guys », voyez, vous les mecs, vous avez le droit de jouer au football, vous avez le droit de boire de la bière, vous avez le droit de faire des blagues. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est aussi un des éléments qui traverse la société américaine. C'est ce côté, il y a aussi ce côté, les mecs face au mouvement MeToo. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce Make America Great Again, en fait, ça peut résonner avec certains publics, parce que again, ça veut dire comme autrefois. Sauf que cette autrefois n'est pas exactement identique pour tous les Américains. Donc ça joue évidemment sur une nostalgie qui peut plaire aux jeunes hommes et qui peut plaire aussi à ceux qui ont bénéficié structurellement. Et donc effectivement, le Parti démocrate, ils avaient dit, et puis ils étaient prouvés un peu en échec, ou les limites en tout cas de cette stratégie l'année dernière, mais qui est de dire en fait, cette again-là, c'est assez exclusif par définition. Sauf qu'en effet, les gens n'aiment pas être essentialisés et quand les problèmes économiques ou de l'immigration priment, il n'y a qu'une alternance politique et de ce fait, c'est le Parti républicain, voilà, Donald Trump qui n'a pas fait plomber la démocratie américaine la première fois. Donc voilà. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des gens qui se retrouvent dans ce discours, mais pas tous. Mais avec la difficulté, c'est l'essentialisation. Et ce qu'on est en train d'observer dans les enquêtes d'opinion publique ou même dans les élections d'il y a quelques semaines, c'est que cette avancée de Donald Trump sur ces groupes qui étaient historiquement démocrates s'efface petit à petit, même si en effet structurellement il y a un souci pour les démocrates avec les latinos, mais bon, c'est là où je reviens à la question de la performance, c'est-à-dire que l'essentialisation ça marche pas comme stratégie, mais encore une fois les Américains attendent des réponses politiques. Gérard, vous voulez compléter par je voulais juste dire, pour les latinos, je crois que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de femmes latinos qui ont voté pour Trump parce qu'elles sont contre l'avortement. Donc il y a un côté émotionnel là aussi très très fort et religieuse absolument. Et du côté des Noirs, des jeunes hommes noirs, il y a ce désir de réussir économiquement. Et là où il a réussi à les toucher, c'était de leur dire oui, vous pouvez devenir des entrepreneurs, oui, vous pouvez réussir sur le plan économique. Et donc, par rapport à le langage de Obama, qui était un peu paternaliste, qui disait vous, les jeunes noirs, vous devez faire attention à votre famille et puis aider économiquement vos familles. Donc, Trump a su, encore une fois, là, jouer sur des émotions profondes et des croyances. Et c'est comme ça qu'il a réussi à tirer des voix et du côté des Noirs et du côté des Latinos. Avant qu'on en vienne à parler des médias, parce que c'est un sujet absolument majeur, une question, Gérard, sur la diplomatie. Question un peu compliquée. En un mot, je dis pas deux, en un mot, comment qualifier l'approche diplomatique de Donald Trump ? Donald Trump ne sait rien. Et donc, il ne connaît rien de ce que ses prédécesseurs ont fait, les sentiers qui ont été suivis par ses prédécesseurs. Pour lui, tout est un deal.
C'est pour lui, il peut faire transaction. des accords sur tout. Tout est possible avec tout le monde. Voilà, il négocie avec tout le monde sur la base du donnant-donnant. C'est purement transactionnel. Comment la stratégie, enfin l'action diplomatique plus exactement de Donald Trump, dans quelle mesure nous révèle-t-elle à nous, Européens, peut-être nos forces, mais aussi et surtout nos vulnérabilités? C'est-à-dire nos vulnérabilités, on s'en satisfaisait, hein, parce qu'au fond, l'ensemble des Européens, peut-être les Français un peu moins que les autres, mais l'ensemble des Européens réclamaient, se félicitaient du leadership américain et de la garantie et de la protection américaine. Ça, c'est une première chose. Les Français, on ne comprend pas ça, mais pour tous les autres Européens, leur horizon, ce n'est pas l'Europe, mais c'est la communauté euro-atlantique. Pour tous les autres Européens, il y a une civilisation qui va de Vancouver à Varsovie, et c'est là-dedans qu'ils se sentent bien. Donc les autres, donc la crise où d'un seul coup cette garantie américaine devient douteuse, où d'un seul coup vous avez un président américain qui dit bah, vous savez, pour moi, l'Europe, ça m'intéresse plus tellement, ce qui d'ailleurs est une relance de long terme, hein, eh bien, pour les Européens, c'est un traumatisme majeur. Les Européens autour de nous sont donc dans une situation de déni. Et si je te dis, le premier mandat de Donald Trump, ça a pas mal marché. On a dépensé 100 milliards de dollars, on a acheté des F-35, et au bout de 4 ans, finalement, ben, l'OTAN était toujours là. Et là, il continue. Au fond, tous les autres Européens se disent, bon, allez, on va acheter du F-35. Vous avez quand même, c'est quand même extraordinaire. Le Danemark achète des F-35 à un pays qui menace son intégrité territoriale. C'est quand même ahurissant. Les Allemands achètent du F-35 alors qu'ils savent que les Américains peuvent arrêter quasiment le fonctionnement de l'avion du jour au lendemain. Donc tous nos amis européens se disent par pitié, nous voulons la garantie américaine et on en est là jusqu'à maintenant. Alors contrairement à ce que pensent les Français, les Européens ne sont pas idiots et donc tout dépendra maintenant de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump va continuer à nous violenter au point que les Européens se diront non, c'est plus possible, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, on a en face de nous un Trump purement transactionnel et les Européens essayent de s'intégrer là-dedans. Ils achètent des F-35. Le secrétaire général de l'OTAN appelle Trump papa. C'est quand même un grand moment aussi, la diplomatie mondiale. Vous voyez, tout le monde flatte, tout le monde dit... Vous allez voir, sur le plan ukrainien, tous les Européens vont commencer par dire c'est formidable ce que vous avez fait, mais il y a des petits détails qu'on aimerait changer. Laurent, j'aimerais vous entendre bien sûr sur le sujet des médias, mais vous tous, vous pouvez intervenir. On ne compte plus les épisodes qui démontrent la tentative d'emprise de Trump sur la liberté des médias. Il fait des procès à CBS, au Wall Street Journal ou au New York Times, à qui il réclame des milliards de dollars. Il vilipende tout média qu'il juge hostile à sa personne. Il joue du régulateur américain à sa botte pour obtenir de médias en négociation commerciale avec lui la suspension de talk-shows aussi célèbre que celui de Jimmy Kimmel ou de Stephen Colbert. Et même le Washington Post, il est vrai propriété de Jeff Bezos en intérêt économique avec l'administration, fait des pas en arrière. La machine de la peur et le réflexe de l'autocensure font leur œuvre. La dynamique peut-elle être arrêtée ? C'est une très bonne question parce qu'il y a deux problèmes dans la haine absolue que Donald Trump a à l'égard des médias. Il y a une anecdote, moi j'aime bien décrypter les choses par les anecdotes de ce que les gens font. Et au moment de la première élection de Donald Trump, de sa victoire en 2016, avant que Donald Trump n'aille à Washington, il y a ce qui s'appelle une période de transition, c'est-à-dire pendant 3 mois, Donald Trump constituait son équipe à partir de New York dans la Trump Tower et tous les journalistes qui le suivaient, on était très intéressés de voir qu'est-ce que Donald Trump va faire en premier. Donald Trump avait décidé en premier d'aller prendre un petit déjeuner au siège du New York Times, qui est ce grand quotidien de New York, et qui avait véritablement vomi pendant de nombreuses années sur la personnalité de Donald Trump, ne croyant pas que Donald Trump allait réussir à être président. Et il a été prendre un petit déjeuner, ça s'est pas bien passé, mais Donald Trump est obsédé par se faire aimer des médias. Et ça n'a jamais marché. Donald Trump a toujours été extrêmement critiqué par les médias, extrêmement vilipendé, et il considère que la majorité des journalistes sont, je cite Donald Trump, des débiles profonds, des fake news, n'informent pas bien. Et ce qui est très intéressant à observer dans les mandats successifs de Trump, c'est cette haine au quotidien qu'il a pour les médias et qu'il exprime.
Par exemple, il y a 3 jours, encore une fois, dans Air Force One, il fait un point avec des journalistes et il dit à une reporter femme, vous ressemblez à une truie. Il insulte les médias. Alors bon, ça fait maintenant en plus avec la réverbérance des réseaux sociaux un bruit épouvantable parce que les démocrates s'en sont emparés avec leur réseau et ont fait Miss Peggy sur X répondant à Trump, regardez, je suis une truie, mais une truie intelligente, une truie jolie, etc. Mais on est dans un rapport extrêmement dur de Donald Trump avec la presse. Il considère qu'on est nul, il considère qu'on ne fait pas notre travail, il considère qu'on est propagateur de fake news. Et en gros, si on ne dit pas du bien de Donald Trump, on est véritablement voué à la disparition et on est des mécréants. Alors là où ça devient dangereux, c'est que la presse américaine, comme la presse française, traverse une crise économique profonde, une crise de restructuration importante liée à l'intelligence artificielle, à la nouvelle technologie, à l'éditorialisation de l'information. Et donc Donald Trump, dans son discours de haine absolue contre les médias, plus les difficultés économiques de la presse, font qu'on est dans un moment qu'on n'a jamais connu en étant journaliste ou en étant dans ce secteur. Et donc, effectivement, là, je rejoins ce qui a été dit sur cette démocratie qui vacille avec le 4e pouvoir, qui aux États-Unis a fait tomber un président avec le Watergate, et là a énormément de mal à se sortir de cette crise, et avec Donald Trump qui attise absolument au quotidien sa haine de la presse. Amy ? Oui, pour prolonger justement cet argumentaire, en plus de la crise structurelle de la presse dite d'héritage ou traditionnelle ou que voulez-vous, il y a également l'émergence de ces médias alternatifs et Trump il joue vraiment massivement sur cet éclatement et d'autant plus que ça paie électoralement puisqu'on voit aux États-Unis quand on va enquêter ceux qui consomment les médias alternatifs, ils ont plus de chances à être polarisés médiatiquement et on voit que c'est même la consommation de ces médias-là qui permettent presque de décrire le profil type d'un électeur, même au-delà d'un électeur, mais d'un soutien un peu vif de Donald Trump. Donc finalement, cet écosystème-là qui permet la fracturation à la fois de la société américaine autour de la question d'une vérité partagée, des faits vérifiables, joue électoralement pour les extrêmes et puis par conséquent on va retrouver une stratégie de Donald Trump de monétiser le plus possible ces médias-là parce qu'il voit qu'il y a une ligne directe entre ces médias-là et ses victoires électorales. Laurence, je rebondis parce que vous êtes un cas particulier, entre guillemets, puisque vous avez travaillé longtemps chez Canal+ et iTélé. iTélé, c'est l'ancien nom de CNews, ainsi rebaptisé après que Vincent Bolloré a dévitalisé la rédaction, comme il l'a fait plus tard avec le JDD notamment, et a redéfini la ligne éditoriale pour en faire ce que la présidente de France Télévisions elle-même, Delphine Ernotte, assimile à un média d'opinion d'extrême droite et qui truste aujourd'hui le leadership des chaînes d'information en continu. J'ai 2 questions. De manière spontanée, on dit que CNews est l'alter ego de Fox News. Est-ce que d'abord le mimétisme est aussi évident ? Deuxième question, et qui me ramène aussi à l'enjeu d'essayer de comprendre ce que nous importons ou non des États-Unis en France. Deuxième question, Fox News a été un vecteur clé de la victoire de Trump, et notamment parce qu'il a amplifié le désarroi, les attentes pulsionnelles aussi de la population. Si le RN arrive au pouvoir dans 18 mois, pourra-t-on dire de la sphère des médias Bolloré qu'elle a elle-même contribué à cette victoire ? Alors, CNews est inspiré de Fox News. Fox News est une chaîne qui a décidé dès 2014 de privilégier l'administration Trump et de véhiculer de manière excellente à la fois des reportages et des commentaires sur ce que voulait Donald Trump avant d'arriver au pouvoir. Donc Fox News a contribué de manière importante à la victoire de Donald Trump. Moi, je ne ferai pas de prédiction sur ce qui va se passer en France dans l'élection présidentielle parce qu'il y a toujours une expression que j'aime bien, qu'on m'a appris aux États-Unis. C'est notamment les directeurs de campagne de Barack Obama qui m'avaient dit ça. 24 heures, c'est une éternité en politique. Et dans le monde actuel, 24 heures, c'est
une éternité en politique. Et alors, 1 an et demi avant, là, je suis incapable de dire. Je dis simplement qu'en observant le paysage médiatique américain, je me rends compte d'une chose. Il n'y a plus d'information continue telle que ma génération l'a connue. C'est-à-dire, vous avez des chaînes d'information qui font de l'éditorialisation. Fox News, quand vous regardez, vous savez que vous avez un discours pro-Trump républicain, même s'il y a des crises entre Fox News et l'administration Trump, mais c'est un discours très à droite. Et vous avez une chaîne qui maintenant s'appelle MS Now, qui avant s'appelait MSNBC, qui fait une chaîne d'opposition à Donald Trump. Il n'y a plus de reportages, il y a très peu de budget pour aller sur le terrain, et vous êtes dans des débats où tout le monde se hurle dessus en disant voilà ce qu'il faut faire sur l'Ukraine, voilà ce qu'il faut faire sur Trump, voilà ce qu'il faut faire sur Mandani. Est-ce que ça contribue à la démocratie? C'est à vous de le décider. Parce qu'à partir du moment où vous regardez, ça veut dire que vous aimez ça. Pour des gens comme moi, je suis assez véhémente là-dessus, je pense que c'est dommageable pour la démocratie, parce que je pense qu'il faut revenir à un journalisme factuel et non pas à un journalisme d'opinion. Mais je suis en minorité maintenant quand je dis ça. Mais je défendrai toujours le journalisme de montrer et non pas le journalisme de dire « je pense que ». Et je pense que les démocraties souffrent beaucoup de ça. En ce qui concerne Fox News, on est dans une évolution qu'on n'a pas encore vue sur CNews. C'est-à-dire, par exemple, que sur Fox News, dans la tranche de 22h à minuit, c'est un animateur qui n'a plus de studio, mais des canapés dans lesquels il est affalé, qui commence à hurler avec comme chroniqueur un homme qui a des tatouages et qui est un ancien catcheur, une femme qui a des lunettes et une mini-jupe et qui hurle en commentant l'actualité. Et on est dans une émission d'Infotainment qui trouve sa place sur la chaîne Fox News avec des vociférations qui, quand vous regardez, sont pour moi personnellement fatigantes à entendre à 22h. Mais c'est regardé. Donc c'est complexe l'information en ce moment. Et la révolution technologique va accélérer un phénomène qui va complètement transformer l'information. Et c'est à vous de décider, en tout cas, vous qui allez voter, si vous avez envie de cette information ou pas. Si vous rejetez cette information, vous ne regardez pas. C'est simple, quand vous n'allez pas regarder, ils vont changer. C'est comme ça que ça marche. Si vous avez envie de ces débats d'éditorialisation, où tout le monde se hurle dessus, vous continuez à regarder. Mais si vous décidez de boycotter les chaînes d'information continues qui ne proposent que des débats où les gens hurlent, qui sont directement importés de l'Amérique, eh bien, vous ne regardez plus. Puis vous allez voir, ça va tout de suite changer. Hein. Gérard. Moi, je fais remarquer que nous sommes tous en train de parler, au fond, du surfeur, mais pas de la vague. Parce que finalement, CNews, Fox News, ils sont en train de surfer sur une vague. Et comme je l'ai dit, tant que les partis de gouvernement ne feront pas face à cette vague, c'est-à-dire n'essaieront pas d'en deviner l'origine. Moi, j'ai dit, il y a 2 crises. Il y a une crise économique, révolte de la classe moyenne inférieure qui pense qu'elle n'a plus accès à la table et qui est donc prête à la renverser. Puis vous avez la révolte identitaire qui, pour des gens comme des gens dans cette salle, est difficile à traiter, à l'évidence. Eh bien, tant qu'il y aura des surfeurs. Mais si vous voulez vous débarrasser des surfeurs, eh bien, faites en sorte qu'il n'y ait pas de vague. Et donc la question, et c'est à cela qu'il faut répondre, finalement, CNews, Fox News, bon voilà, oui, ils jouent leur petit jeu, Monsieur Bolloré fait de l'argent et satisfait ses instincts réactionnaires, mais il n'aurait pas pu les satisfaire il y a 30 ans. Et s'il est satisfait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la maladie. De nouveau, nous parlons des symptômes, il y a la maladie dans nos sociétés. Et si ça marche partout, ça marche partout. Vous avez aujourd'hui, c'est quand même étonnant, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, l'extrême droite est en tête dans les sondages. Essayez d'imaginer cela il y a 10 ans, mais personne n'aurait pensé que c'était possible. Donc et Joe Biden, c'est intéressant parce que moi j'avais parlé avec les gens de l'administration Biden, ils avaient compris cette crise et donc ils l'avaient traitée d'un point de vue économique.
C'est-à-dire qu'ils s'étaient attaqués à l'économie, faisant des grands travaux, faisant aussi du protectionnisme. Alors, cela étant, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils avaient hérité de l'inflation du Covid. Mais ils n'avaient pas du tout traité la question identitaire. Parce que pour une gauche raisonnable, comme une gauche comme celle des démocrates, la question identitaire, c'est un peu comme chez nous. Elle met mal à l'aise. Mais néanmoins, elle est là. Vous voyez, donc... Oui. Pardonnez-moi, Oui. je passe le micro, madame, mais je fais une petite nuance, me permet Gérard. Quand j'ai fait mon enquête sur l'attraction des patrons pour Trump, j'ai bien sûr traité tout un chapitre sur la manière dont les leviers aujourd'hui des médias en France favorisent justement cette trumpisation des esprits dans les milieux économiques. Et donc, je me suis efforcé de passer beaucoup de temps sur CNews, Europe 1, le JDD notamment. Et à un moment, je me suis dit une chose... Si je n'avais pas de conscience politique, et beaucoup de gens n'ont pas de conscience politique, et ce n'est pas un drame, ils ont le droit, la liberté de ne pas avoir de conscience politique. Si je n'avais pas de conscience politique, à écouter, à regarder CNews pendant une seule journée, à écouter justement des éditorialistes, des commentateurs, flatter mes pulsions, répondre à mes problèmes, à mes pulsions très personnelles, l'insécurité au coin de la rue, des choses très simples, finalement... ça veut dire quoi, ce que je suis en train d'évoquer, c'est que quand vous parlez du surfeur et de la vague, c'est aussi le surfeur qui fait la vague, quelque part. Et quand vous avez une offre qui vient combler chez vous un manque, finalement, vous pouvez vous laisser aussi convaincre. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait jamais, finalement. Excusez-moi, le problème de la sécurité, si quelqu'un... Non, mais c'est que autre chose. C'est pas une pulsion, c'est des vrais problèmes. Oui, mais sauf qu'il y a un choix la manière dont en fait, c'est traité. de mettre en scène justement une forme d'insécurité peut-être qui est Je exagérée. suis très actif sur Twitter et je ne cesse de vomir sur CNews, mais je suis convaincu. Mais en même temps, j'ai l'impression de l'autre côté, si j'ose dire, qu'il y a quasiment une volonté de dire c'est CNews. Non, c'est pas CNews. C'est nos électeurs qui sont là et qui nous disent qu'ils ne sont pas contents. Ils se révoltent. Il y a une révolte qui se lève dans notre société. Il faut l'entendre, mais il faut l'entendre peut-être autrement. Mais excusez-moi, pour rebondir très rapidement sur ce que vous dites, c'est le système aussi, en général, qui crée beaucoup de choses qui vont contribuer à l'arrivée des extrêmes. Sur, par exemple, l'Ukraine, qui est un thème sensible, est-ce que vous avez envie d'avoir des experts autour d'une table qui n'ont jamais été sur le terrain pendant 5 ans, 6 ans, mais qui ont un avis sur tout? Ou est-ce que vous avez envie d'avoir une reporter qui risque sa vie et qui vous raconte tous les soirs ce qu'elle voit en Ukraine? Si vous regardez cette proposition d'experts débattant avec des mots qui se finissent toujours en isme, le sujet, vous cautionnez aussi un certain système qui contribue à jouer sur les émotions, et à un moment donné, les gens sont tellement perdus, ils en ont assez, ils ferment le poste, ils vont sur les réseaux sociaux où là, il y a des fake news qui sont souvent données, et à ce moment-là, ça contribue aussi à l'affaiblissement de la démocratie. Faites attention aux symptômes, parce qu'aux États-Unis, moi je l'ai vécu, on en a ras-le-bol, on ferme le poste. Attention à ça. Parce que vous vous informez comment? Vous allez après sur les réseaux sociaux, par des gens, comme vous le disiez, qui sont des influenceurs. Être journaliste, c'est un vrai métier. C'est aller sur le terrain, poser des questions qui fâchent, se fâcher avec des gens parce qu'on dit des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, montrer vraiment ce qui se passe. Influenceur, par moment, c'est pas ça. Hein. Être avec son téléphone portable pour filmer Donald Trump à la Maison Blanche, c'est pas pareil qu'être un journaliste de la BBC qui va poser des questions pures et dures contre Trump ou à Trump. Pardon, Bana voulait dire un mot, et après on va passer la parole à nos deux jeunes journalistes en devenir qui vont vous poser des questions. Vous voulez compléter? Oui, alors pour moi il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement on est dans un monde extrêmement complexe où, je parle du côté de la science puisque je suis scientifique et médecin, où par exemple la connaissance sur la science évolue tellement rapidement et il y a un tel pouvoir associé à la science qu'elle fait peur. Donc, c'est très, très difficile, je pense, pour l'ensemble des individus de faire face à une société qui évolue à très grande vitesse, avec une science qui évolue à très grande vitesse. Et donc, il y a cette peur de perte de contrôle
Et cette peur, je pense, il faut quand même revenir à comment les hommes ont évolué. On n'a pas évolué pour être heureux, on a évolué pour survivre. Dans la survie, il y a le fait de reconnaître un danger et en fait de se protéger contre ce danger. Donc notre instinct humain ne va pas vers la subtilité, ne va pas vers l'intégration de la complexité, il va vers la survie. Et donc, quelque part, il faut qu'il y ait une réflexion à nous tous, comment, en fait, arriver à communiquer et à faire entendre ces choses plus complexes et dépasser cette peur. Et l'autre chose que je voudrais simplement dire, et je crois que c'est très important, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le projet 25. Trump... Heritage, oui. Donc, et ça, on ne le dit pas assez. Trump, oui, il a cette capacité, il a ce charisme, mais derrière lui, il y a toute une opération, il y a toute une réflexion, il y a tout un plan qui est extrêmement précis. Donc, et ça, je crois qu'on ne mesure pas le danger de cela et on ne mesure pas à quel point c'est intentionnel. Quand même, en Italie, à un moment donné, ils ont voulu de façon... ils ont analysé une situation, ils ont utilisé tout ce qui est les médias, pas classiques, mais le reste, pour attraper les gens et pour mettre en place des gens qui n'étaient absolument pas dans la politique, absolument pas experts, mais qui étaient des influenceurs, qui avaient un impact sur les réseaux sociaux. Et ça a été fait de façon délibérée et voulue. Donc je crois qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des personnes derrière tout ça qui réfléchissent très très bien à ce qu'ils font. Ce que Laurence et Gérard expliquaient aussi, et Émile tout à fait bien en début de dialogue. Je vous laisse la parole pour poser vos questions. Merci. Bonjour, Enzo Mani, CPA. Merci déjà pour votre participation. Tout à l'heure, vous parliez de la politique du deal, où ses intérêts ils passent avant tout, notamment on l'a vu avec l'Arabie Saoudite récemment. Est-ce que les États-Unis n'ont pas perdu leurs avancées au niveau de la science, la géopolitique, ou même avec la liberté de la presse, quand on sait qu'à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, maintenant il y a de moins en moins de journalistes acceptés? Merci. Sur la science, il y a des choses très claires à dire. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport Bush 1945 qui a révolutionné la science américaine. Ils se sont rendus compte que la science avait fait gagner la guerre. Ils ont implémenté une politique où ils ont dit liberté de recherche aux universités, multiplication par 20 de la NSF, du NIH, création de la NSF qui est Basic Science, et vous êtes passé de 40 prix Nobel à 400 en 50 ans, et vous êtes passé à une prédominance au niveau des biotech aux États-Unis. En ce moment, tout ça est en train d'être complètement changé par l'administration Trump, qui est absolument étonnant. Et de l'autre côté, vous avez la Chine qui investit de façon massive dans la science. Donc oui, les États-Unis, en perdant en fait cet avantage sur la science, vont aussi, parce que ça a été extrêmement reconnu et les derniers prix Nobel d'économie indiquent bien cela, vous arrêtez d'investir dans la science, vous perdez aussi votre course sur le plan économique. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe n'a pas compris. Quand on parle du déficit, de faire des économies, mais on oublie que en fait, dépasser un déficit, c'est aussi investir pour augmenter la croissance. Et cette augmentation de la croissance, elle passe par un investissement dans la science. Carmen, question. Bonjour, Carmen Wollenweider, étudiante à l'ISCPA. Donc, avec les Epstein Files, beaucoup espèrent la remise en question de la loyauté des MAGA envers Trump. Et si ce n'est pas le cas avec ces documents, y a-t-il une raison ou un acte venant de Trump qui pourrait faire basculer les idéaux des MAGA, ou est-ce qu'ils sont tout simplement ensorcelés et perdus en fait? Ensorcelés, Émile. On peut parler d'ensorcellement. Mais effectivement, en fait, la divulgation de ce dossier peut faire basculer la vie de beaucoup de gens très puissants. Ce que disait une survivante justement
de ces crimes. Elle disait, mais moi, je vis ma journée, je vais dans les séances de thérapie, mais je vois les noms d'un certain nombre d'agresseurs toujours sur des bâtiments publics ou des bâtiments. Donc ça montre qu'il peut y avoir à gauche comme à droite des figures dont l'identité est divulguée, et ça peut effectivement faire changer des fortunes dans le sens politique ou sociétal, etc., pour des gens vraiment de tous les bords politiques, y compris potentiellement Donald Trump. C'est vrai que c'est un enjeu, c'est un sujet qui est évidemment un sujet moral, un sujet d'un crime, mais ça peut être aussi un sujet politique, et c'est un sujet qui ne va pas disparaître d'ici les élections de mi-mandat. Donc il peut y avoir des conséquences, et à mon avis, il y en aura à partir du moment où on a de plus en plus d'informations sur les actes, sur les crimes. Après, je pense que ce qui est important de mesurer également, c'est vraiment l'importance de la performance économique. C'est-à-dire que même quand Joe Biden était président, on revendiquait en tout cas, on chantait les éloges, les louanges d'une macroéconomie américaine qui se portait bien, mais le sentiment de déclassement économique perçu dans les foyers était complètement en roue libre, et ça continue d'être le cas aujourd'hui, mais cette fois-ci avec un président qui s'est engagé à faire baisser les prix dès le premier jour. On s'approche au moment des fêtes, de Thanksgiving, ensuite de Noël, donc c'est des moments symboliques, des moments familiaux, mais aussi des moments où on voit le pouvoir d'achat. Donc les facteurs qui font cette perception d'une économie qui ne marche pas sont toujours en place. Une crise de logement, des prix de santé, des prix dans les supermarchés, etc. Donc il peut y avoir une partie de l'électorat républicain qui se sent vraiment très fan de Trump en tant que personne, qui le suit de façon aveugle, mais il y a aussi beaucoup d'Américains, et y compris des personnes du MAGA, qui pourraient se détacher de lui pour des raisons électorales économiques. Bien sûr. Et faire une remarque, c'était la même chose en 2016, c'est la même chose en France. Vous avez d'un côté les chiffres macroéconomiques qui sont plutôt bons, et de l'autre, vous avez cette révolte de la société. C'est-à-dire qu'il y a cette différence. Vous savez, en 2016, moi, tout le monde me disait, avec ces résultats macroéconomiques, Hillary Clinton est sûre d'être élue. Parce que c'était... Et d'un seul coup, on s'est rendu compte que la macroéconomie, c'est un chiffre algébrique. C'est-à-dire, il y a les moins et les plus. Et d'une certaine manière, le populisme, c'est la révolte des moins. C'est-à-dire la révolte de tous ceux qui considèrent qu'ils sont un peu en dehors de ce progrès macroéconomique, toutes les victimes de cette macroéconomique apparemment positive, mais qui évidemment est faite de certains qui profitent et d'autres qui au contraire souffrent. Oui. D'ailleurs, vous soulevez un sujet qui est central en sciences, qu'on parle de sciences économiques, de sociologie, c'est la différence entre la réalité, par exemple du déclassement, et le sentiment de déclassement. Et effectivement, les populismes ont justement cet art de traiter, justement, de galvaniser le sentiment de déclassement, notamment. Laurence ? Oui, moi je voudrais simplement prononcer un mot qui n'a pas été prononcé depuis le début de ce débat, c'est destitution. Et depuis quelques jours et quelques semaines, on entend quand même beaucoup de la part d'élus démocrates, notamment sur l'affaire Epstein. Je vous signale que le mensonge est considéré comme un acte criminel aux États-Unis, et que lorsque vous êtes président, si vous avez menti, il peut y avoir un processus de destitution. Dans l'affaire Epstein, au moment où tout va sortir, et ça va sortir, il va falloir surveiller si Trump a menti à un moment donné sur ses liens avec Epstein, et certaines personnes qui travaillent sur le dossier sont persuadées qu'il va y avoir un truc explosif qui va sortir. Dans le contexte actuel, il peut tout à fait y avoir un processus de destitution, comme sur un autre dossier dont on n'a pas parlé, qui est un tweet que Donald Trump a fait il y a 3 jours ou 2 jours, en menaçant de mort toute personne militaire qui n'obéit pas à ses ordres, et c'est par rapport à ce qui se passe dans la répression sur les raids commis contre les migrants clandestins par ICE. Il y a une révolte en ce moment qui a été faite cette nuit, notamment sur les réseaux sociaux, par plusieurs élus démocrates et même des républicains modérés, disant que il faut désobéir aux ordres ou obéir aux ordres, et que c'est absolument impensable de la part d'un président de dire publiquement que tout opposant est passible de mort. Mais Laurence, pardonnez-moi, que risque-t-il réellement? Il risque un processus de destitution. Oui, mais avec une Cour suprême qui est majoritairement... Non. On a vu quand même pendant
tout le monde, vu de France, on se pose encore la question de savoir comment il a réussi à traverser ces 4 années de marathon judiciaire et être élu après. Enfin, pour nous, c'est inconcevable, sauf à comprendre qu'à un moment, les arbitrages de la Cour suprême n'ont été favorables. Dans ce cas-là, pourquoi penser autrement? Alors, il y a le pouvoir de l'argent et le pouvoir d'avocats extrêmement brillants que vous engagez, payez très cher, et qui, dans des salles d'audience, parviennent à convaincre des jurés qu'il y a un doute ou que Trump ne doit pas être condamné tel qu'il aurait dû, selon les accusatrices et les accusateurs, étaient condamnés. Sur la Cour suprême, attention, le processus de destitution, on parle d'un congrès. Vous avez l'affaire Monica Lewinsky, où Bill Clinton, il y a eu un processus de destitution. Et là, l'effet médiatique est tel, et c'est ça qui peut arriver, que tout s'arrête dans le pays. La vie politique et la vie médiatique sont totalement mobilisées par le processus de destitution. Je ne sais pas si ça va arriver sur l'affaire Epstein ou sur cette histoire dont je parlais suite au tweet de Trump, mais en tout cas, il y a ce mot destitution qui est de plus en plus prononcé. Je rappelle simplement que si il arrive quelque chose à Trump, il doit quitter le pouvoir, ou s'il est très malade et que d'un seul coup, n'oublions pas qu'il approche 80 ans, il doit quitter le pouvoir, il n'y a pas d'élection, c'est J.D. Vance qui devient président des États-Unis jusqu'en 2028. Et J.D. Vance, c'est vous qui le dites, monsieur, c'est une Amérique extrêmement conservatrice qui se mettra au pouvoir avec un agenda qui est effectivement défini par le projet 25 de l'Heritage Foundation. Mais par exemple, par rapport à Clinton, la raison pour laquelle il a pu être destitué, c'est parce qu'il avait juré sur la Bible et sur la vérité. Trump n'a pas fait ça. Trump a dit que depuis 2006, il n'avait jamais vu Jeffrey Epstein et qu'il avait coupé tout contact avec lui. Il faut simplement rappeler que Trump a été destitué déjà 2 fois, mais il y a un écart entre processus de destitution et démission. Et là, pour l'instant, il faut se rappeler que Trump, c'est le seul président à avoir été destitué 2 fois. Mais après, en effet, ça va de la démission. Et évidemment, ce n'est pas encore le cas. C'est l'heure de conclure. Je vais conclure par une question d'actualité. En fait, elle va être d'actualité chaque année. Dans une tribune pour la Croix, il y a quelques semaines, j'argumentais les éléments à partir desquels, à mes yeux, il est inenvisageable que Trump obtienne le prix Nobel de la paix. On ne peut pas à la fois vouloir la paix hors de ses frontières et mener des guerres à l'intérieur de ses frontières. Or, Trump en a fait une obsession. Même Emmanuel Macron n'a pas totalement écarté l'idée. Est-ce que l'impensable peut devenir réalité en 2026 ou en 2027? Je me tourne peut-être d'abord auprès de Gérard, parce qu'on sait que ce sont les succès diplomatiques qui pourraient déterminer justement cette décision. On n'en a pas parlé, mais Donald Trump a fait un triomphe au Conseil de sécurité avec le vote de la résolution de 2803 sur Gaza. Depuis 1945, je n'ai jamais vu une résolution qui, en réalité, dessaisit totalement les Nations Unies du sujet, totalement, et donne à Donald Trump le gouvernement et tout pouvoir sur la bande de Gaza. C'est du jamais vu. Aucune référence aux résolutions du Conseil de sécurité, rien. C'est un triomphe. Maintenant, allons voir ce qui se passe aussi sur l'Ukraine. Alors, on est aujourd'hui dans l'émotion, les portes claquées, mon gendre, tout est rompu. Ça fait partie honnêtement, entre nous, en tant que diplomates, ça fait partie du petit mélodrame des diplomates. Donc, apparemment, les Américains et les Ukrainiens vont se réunir en Suisse. Donc, la négociation continue, va commencer. Est-ce qu'elle va aboutir? Je n'en sais rien. Mais vous avez un Donald Trump qui a quand même une qualité, il est profondément pacifiste. Il veut faire la paix. Alors vous savez, c'est ridicule, il dit qu'il a résolu 8 guerres en 8 mois, hein, mais c'est quelque chose auquel c'est vrai, auquel il est attaché. Si ça marche sur Gaza, alors honnêtement, il y a une chance sur 100, hein, mais si ça marche sur Gaza, si ça marche sur l'Ukraine, eh bien je pense qu'il mériterait le prix Nobel de la paix. Mais dites-moi, comment peut-on être pacifiste ailleurs que dans son pays et être à ce point-là belliqueux dans son propre pays? Il n'est pas pacifiste aux États-Unis. On voit bien comment il divise, il scinde, il fracture son pays. On voit comment il traite les gens. On voit comment il traite les scientifiques, les journalistes, les artistes, enfin, tous ceux qu'on a évoqués tout à l'heure.
C'est quand même... Tout Français a un totalement défaut, paradoxal. tout Français croit à la cohérence. Oui, Et c'est donc, important. tout simplement, il n'y a pas de... il y a pas L'éthique, de c'est la cohérence. Oui, mais le prix Nobel de la paix, quand même, Non, on mais récompense une colonne honnêtement, vertébrale. les pauvres Norvégiens, ils ont tellement peur qu'ils ne donneront pas le prix Nobel de la paix à Donald Trump. Hein, ça, mais je dis que, Mais honnêtement, pour provoquer un peu mais s'il réussit à Gaza et s'il réussit à l'Ukraine, mais moi je pense qu'il le mériterait, ce prix Nobel de la paix. Un mot de conclusion, Laurence, Bana et puis Amy. Et puis après, Alors, on doit se quitter. il est pacifiste, mais il va quand même faire une guerre, et on va en entendre parler. Il l'a déclaré, la guerre contre les narcos est inévitable. Et ça touche les Américains, parce que une nombreuse partie de la population américaine est affectée par les drogues au quotidien. Et donc le thème de faire la guerre à ceux qui donnent de la drogue sur le sol américain aux enfants est un thème qui est très populaire. Et ce qui va se passer dans sans doute les semaines ou les mois qui viennent, avec une guerre soit des forces spéciales en Amérique centrale ou au Venezuela ou même au Mexique, soit des bombardements dans cette zone, ça va mobiliser l'actualité. Donc il est pacifiste, sans doute pour des guerres qui ne concernent pas l'Amérique, mais je pense qu'il va y avoir une guerre de Donald Trump voulue contre les narcos, et ce sera passionnant à observer, parce que s'attaquer aux narcos, c'est quand même s'attaquer à des gens extrêmement puissants aussi, qui sont peut-être pas des gouvernements, mais qui sont en tout cas puissants, et il va falloir, je pense, surveiller ce côté guerrier de Donald Trump. Bana, un mot pour conclure, et puis Amy. Oui, moi je dirais simplement qu'il faut se rappeler qu'il y a des lignes rouges et que tout ce qui s'attaque à la liberté de penser et d'expression est un danger profond pour nous tous. Et donc, paix peut-être, mais quelque chose qui s'attaque à la liberté de penser et d'être s'attaque à notre humanité, et qu'il faut comprendre qu'il y a une machine derrière ça, et qu'il faut qu'on soit extrêmement conscient de ce danger, parce que sinon, je dirais, nous aussi en Europe, on risque de suivre le même chemin. Absolument. Amy, le mot de la fin. Ouais, pour quelqu'un qui a fait sa carrière politique sur le fait de casser le système, de la rupture, de se débarrasser des anciens codes qui s'entourent de loyalistes, justement pour ne pas être contrainte pour faire des choses différemment. On va retrouver dans cette quête éternelle pour le prix Nobel de la paix un peu ce qu'on retrouve d'un Trump face à Xi Jinping ou Vladimir Poutine. C'est finalement cette envie d'être considéré, d'avoir la validation et l'approbation. Et c'est vrai que le prix Nobel de la paix, ça peut être perçu par certains comme un peu une sorte d'élite mondiale que Donald Trump rejette, mais là on le voit en quête effectivement en permanence de ce regard validant, approbant de son action dans le monde. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat. Merci à vous.